Mes amis, mes camarades, je voudrais aujourd'hui vous parler du centième anniversaire du Congrès de Tours, c'est-à-dire de la fondation du Parti communiste français par affiliation à l'Internationale communiste en 1920, dont nous fêtons le centième anniversaire cette année. Cet anniversaire a été perturbé par les circonstances épidémiques, mais nous avons, nous, au PRCF, suppléé pour autant que nous pouvions, par toute une série d'interviews et d'interventions sur ce site. Je remercie à ce sujet non seulement les membres du PRCF comme Fatih Kassem ou Annie Aquaris, mais aussi nos amis Jean-Pierre Page, Bruno Drewski, Stéphane Siro, d'autres encore, je m'excuse si j'omets leur nom. Je voudrais donc conclure un petit peu cette série d'interventions en tant que co-secrétaire national avec mon ami Fatih Kassem, et donc vous dire quelles sont selon moi et selon nous les principales leçons du Congrès de Tours de 1920 et pourquoi ce Congrès de Tours de 1920 est toujours hautement actuel pour aujourd'hui. Les réformistes, les révisionnistes, les gauchistes et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, laissent tomber la voie du communisme, nous disent qu'il y a tel ou tel aspect secondaire qui doit être mis en valeur à propos de ce Congrès de Tours, mais ils oublient l'aspect principal. L'aspect principal, c'est que les réformistes et les révolutionnaires se sont séparés lors du Congrès de Tours. C'est la scission qui fut effectivement donc le résultat, et pas seulement le résultat, mais le but recherché par les majoritaires, c'est-à-dire les gens qu'on a eu par la suite, autour de Vaillant Couturier et de Marcel Cachin, appelés donc les communistes, ceux qui vont rallier l'internationale nouvelle, l'internationale communiste. Le congrès de Tours, ça n'a pas été un congrès dans lequel se sont affrontés, à fleur et moucheté, des réformistes, des révolutionnaires, des centristes, pour finalement aboutir, à travers des commissions de travail communes entre marxistes et non-marxistes, à des motions, comme on disait dans le temps, à l'époque des radicaux socialistes, nègres blancs, c'est-à-dire à des motions qui disaient tout et le contraire, qui, pour finir, n'engageaient à rien, et donc sur lesquels s'asseyaient les parlementaires et les dirigeants du parti. Au Congrès de Tours, l'enjeu principal, c'était de séparer les révolutionnaires des réformistes, de manière précisément à pouvoir créer un parti de classe, un parti d'avant-garde, un parti qui allait véritablement mener le combat de classe et non plus simplement, comme le faisait pour l'essentiel le Parti socialiste, se cantonner dans une politique parlementaire, infléchir les réformes radicales et, quand il le pouvait, systématiquement aller au gouvernement ou entrer dans l'union sacrée, ainsi que l'avait fait la SFIO, le Parti socialiste français de l'époque, pendant la guerre de 14-18, au seul avantage de l'impérialisme. Il fallait un parti nouveau et un parti qui se démarque, un parti qui se sépare des réformistes. Les réformistes, ce n'est pas une tendance du mouvement ouvrier au sens plein du terme, c'est une tendance dans le mouvement ouvrier nuance, et c'est l'effort et l'effet dans le mouvement ouvrier de la politique bourgeoise. Et de cette politique-là, il faut se séparer, il faut être pleinement indépendant d'elle, et c'est pour ça qu'il faut former, Marx et Engels le disaient déjà en 1848, un parti communiste, un parti qui soit le parti du monde du travail, et qui soit coupé, du point de vue de l'organisation, de la doctrine, des idées, des buts stratégiques de tous les partis petits bourgeois. Dut-on par la suite former des alliances avec eux, mais en ayant le parti comme socle indépendant, comme socle véritablement, comment dirais-je, solide, en quelque sorte, de la construction des unités, des unions, des rassemblements ultérieurs. Et je voudrais ici citer la grande Clara Zetkin. Clara Zetkin était une figure majeure de l'aile gauche de la Seconde Internationale. Elle sera, avec Lénine, Rosa Luxembourg et quelques autres, disons, au cœur de la fondation de l'Internationale communiste. Et c'est Clara Zetkin, qui était âgée de plus de 70 ans à l'époque, qui clandestinement va entrer en France pour venir saluer au nom de l'Internationale communiste nouvelle le Congrès de Tours. Et Clara Zetkin, au cœur de son discours, déclarait ceci, je me permets donc de le lire. Pour que ce congrès réalise l'œuvre grandiose de l'histoire, il faut que vous fassiez la division pour arriver à l'union. Elle s'adresse aux délégués du Congrès de Tours. Il faut que vous fassiez la division pour arriver à l'union. Ça s'appelle la dialectique. Il faut faire la division avec le passé.
avec la politique réformiste opportuniste des majoritaires et des centristes. Il faut substituer à cette politique la politique purement révolutionnaire et la lutte de classe du prolétariat. Voilà, tout est dit. Séparer les révolutionnaires des réformistes, unir les révolutionnaires, ceux qui sont à l'extérieur du Parti socialiste de l'époque et ceux qui sont dans le parti à l'époque, former un parti nouveau. Et à partir de là, effectivement, mener la lutte d'une façon offensive, en étant pleinement indépendant de la bourgeoisie, en devenant un sujet, en donnant la possibilité aux prolétaires, au prolétariat français, de devenir le sujet de sa propre histoire. Ça veut dire aussi couper les chaînes, briser les chaînes de l'union qui conduisait le Parti socialiste à s'unir aux radicaux et à travers les radicaux au reste de la bourgeoisie et donc à ne pas rompre avec l'impérialisme. Je crois que c'est une leçon très importante parce que à notre époque, où est le réformisme? Le réformisme à notre époque, ce n'est pas simplement le Parti socialiste de titre. Nous savons bien que ce Parti socialiste, lui, ça fait longtemps qu'il a rallié corps et âme, en quelque sorte, la politique de la droite. Le réformisme, il est à chercher dans ce Parti communiste qui n'est plus communiste que nominalement et qui malheureusement, effectivement, à la suite notamment de ce qu'on a appelé la mutation, mais ça avait commencé avant, a totalement abandonné le marxisme-léninisme et a rallié à deux reprises des gouvernements maastrichtiens ou pré-maastrichtiens, celui de Mitterrand-Mauroy en 81-84, celui de Jospin entre 97 et 2002, gouvernements qui ont préparé la mise en place de l'euro, de l'Union européenne, qui ont participé à des guerres impérialistes, notamment contre la Yougoslavie, qui ont, pour le second gouvernement, privatisé à tire-larigot avec des ministres, entre guillemets, communistes au gouvernement. Donc, voilà, maintenant, où est aussi le réformisme? Le curseur s'est déplacé, en quelque sorte. Il s'est déplacé et, malheureusement, eh bien, il a atteint le Parti communiste, ou ceux qui se dit encore tel, parce que tout simplement, il n'a pas pu abandonner ce nom. Il a essayé, les dirigeants successifs ont essayé de poser la question de l'abandon du nom, ils n'ont pas réussi. C'est pas faute d'avoir fait le maximum pour cela. Donc voilà, je m'adresse surtout à l'aile gauche, en gros, de ce Parti communiste, qui cherche les compromis, qui cherche les conciliations avec les centristes, lesquels cherchent les conciliations avec l'aile droite du parti, lesquels cherchent les conciliations notamment sur le fameux thème de l'Europe sociale avec le Parti socialiste et derrière lui, eh bien, tout bonnement, avec la grande bourgeoisie, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça marche. Il y a une chaîne ininterrompue qui mène des réformistes et des communistes mutants ou des communistes dits euro-constructifs à la bourgeoisie. Et voilà, cette chaîne, il faut la rompre. Il faut briser les chaînes non seulement de l'Union européenne, comme le disent les affiches du PRCF, mais briser les chaînes de l'euro-réformisme. Et il faut donc savoir se séparer pour pouvoir par la suite unir, mais unir sur des bases saines, unir sur des bases qui soient véritablement 100% anti-Maastricht, antifasciste, anticapitaliste, anti-impérialiste et qui permettent de mener une politique en direction du socialisme. Alors, cela étant, effectivement, je vois que la grande idée que nous pouvons annoncer aussi, c'est qu'il faut bien réfléchir à ce qu'est devenu le Parti communiste français actuel. J'ai milité pendant des dizaines d'années en lui donnant le meilleur de moi-même et tant d'autres avec moi, y compris de grands résistants comme Léon Landini ou Pierre Panchère, qui sont un petit peu nos porte-drapeaux et que personne ne peut soupçonner d'être des anticommunistes ou des renégats du communisme, tout au contraire. Ils disent souvent « ce n'est pas moi qui ai quitté le parti, c'est le parti qui m'a quitté ». Eh bien, il faut réfléchir effectivement à tout cela, parce que si notre peuple aujourd'hui est dans un état tel qu'il ne peut pas mener l'offensive et qu'au contraire il subit offensive sur offensive de la grande bourgeoisie, si notre pays lui-même est au point de perdre son indépendance, là en ce moment on est en train de casser EDF sur les directives européennes, on est en train de démolir ce qui reste de l'éducation nationale, on est en train de mettre bas, en quelque sorte, le système des retraites mis en place par Ambroise Croizat au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on subit, on est sur la défensive, on recule, et on recule pourquoi? Principalement, pas seulement bien sûr, mais principalement, parce que les outils de classe ont été cassés. Il faut donc les reconstituer, et on ne les reconstituera pas en faisant des mamours, passez-moi l'expression,
aux gens qui sont réformistes, ou semi-réformistes, ou quart de réformistes. Non, hein, il faut à un moment, comme disait Lénine, enlever la chemise sale, mettre une chemise propre. C'est à quoi il faut effectivement que nous travaillons. Je voudrais dire ici que je suis resté personnellement membre du Parti communiste français après l'abandon de la dictature du prolétariat, bien que je trouvais, ou que je trouvasse, imparfait du subjonctif, que c'était peut-être difficile, délicat. J'y suis resté parce que malgré tout ce parti, dans les années 70, à la fin des années 70, début des années 80, au moins menait une politique claire sur le front européen. Georges Marchais était clair là-dessus. Il ne voulait pas de l'Union européenne, son nom à Maastricht qui était un nom à 100%, si l'on peut dire, et il a dû lutter contre les Herzog et compagnie, qui voulaient renégocier le traité de Maastricht. C'était pas le traité de Maastricht du tout, du côté de Marchais, ou d'Henri Krasuki à la tête de la CGT, mais vous savez que Krasuki était communiste. On me dit aujourd'hui, mais ça va mieux au PCF, puisque en fait il a une sorte de retour vers la nation, vers l'indépendance nationale, vers toutes sortes de choses comme ça qui rappellent un peu l'époque Marchais. Je dis oui mais, pour l'instant, que je sache, la direction actuelle du PCF continue à dire qu'il faut rester dans l'Union européenne. Elle continue à dire qu'il ne faut pas sortir de cette prison. Elle continue à raconter qu'on peut changer les traités européens dans le cadre de l'Union européenne. Et par conséquent, non seulement, comme Marchais, elle a rompu avec le marxisme-léninisme, abandonné la doctrine marxiste de la Révolution, c'est-à-dire l'idée qu'il faut aller vers l'expropriation des capitalistes, mais elle a également abandonné l'idée d'un affrontement total, clair, net, avec cette Union européenne qui est la machine de domination des capitalistes sur l'ensemble de l'Union européenne. Alors en réalité non, on n'est pas revenu encore, et pas du tout à une réforme, à une période à la Marchais. On est revenu à une période dans laquelle effectivement les atermoiements continuent. Bon, la petite balayette passe dans la rue pour la deuxième fois, ça fait un peu de bruit, tant pis, laissons-la passer, il faut bien que les gens travaillent. Et donc ici, je dirais que de plus en plus, nous voyons bien qu'en réalité, le PCF malheureusement semble incapable de revenir à une ligne saine, à une ligne communiste, à une ligne révolutionnaire. J'appelle donc effectivement, véritablement, à méditer cette idée qu'il faut se séparer des réformistes, créer une organisation, le PRCF est déjà une organisation, mais créer une organisation encore plus large, qui soit telle qu'un jour, elle puisse effectivement, le plus vite possible, parce que notre pays est en train de crever, redevenir un grand parti communiste de masse. Et d'avant-garde, les deux choses ne s'opposent pas. Pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas lieu d'opposer la création d'un parti indépendant, d'un parti véritablement communiste, franchement communiste, comme nous disons au PRCF, et l'idée d'un large rassemblement majoritaire du peuple de France, unissant le drapeau rouge et le drapeau tricolore pour sortir de l'Union européenne, pour faire ce qu'on appelle le Frexit progressiste, et pour marcher vers la nationalisation, autre mot tabou, dans le PCF actuel. Et donc, il n'y a pas lieu de l'opposer. C'est au contraire parce que, en 1920, les vaillants couturiers, les Marcel Cachin et bien d'autres ont rompu avec la social-démocratie, franchement, organisationnellement, qu'ils ont par la suite pu, avec, et derrière Maurice Thorez, Benoît Fachon, Jacques Duclos, Pierre Sémard, Jean-Pierre Timbaud et tant d'autres, effectivement donc prendre la tête du Front populaire antifasciste, patriotique, qui a donné au peuple de France de grandes avancées sociales. C'est aussi parce que justement il existait un parti communiste franchement 100% marxiste-léniniste qui combattait aux côtés des constructeurs de la Révolution d'octobre, du socialisme. C'est pour cela qu'il y a pu y avoir aussi une grande résistance en France, une grande résistance à la fois politique et militaire qui a causé mille tourments à l'occupant. Et c'est pour cela aussi que le Parti communiste, dans les années qui ont suivi la guerre, était le plus grand parti de France, le premier dans la classe ouvrière, avec les importantes avancées de 1945. Il n'y a pas opposition, il y a dialectique entre
la nécessaire séparation des communistes et des réformistes, la création, la reconstruction, la renaissance d'un parti communiste de plein exercice, et le grand rassemblement populaire majoritaire que nous voulons autour du drapeau rouge, autour du drapeau tricolore, pour reconstruire notre pays sur des bases sociales, sur des bases indépendantes, sur des bases fraternelles, pour marcher comme nous l'avons toujours en tête, parce que c'est une nécessité vitale pour notre pays, pour notre peuple, pour les peuples d'une façon générale, pour marcher vers le socialisme et vers le communisme. Voilà. Donc nous mènerons cette campagne et nous la mènerons sur le thème de l'actualité du Congrès de Tours. Il y aura un événement important au printemps prochain, en avril je pense pour le dire, et par ailleurs effectivement notre camarade Fadi Kassem a été chargé d'être le porte-parole du PRCF, des idées franchement communistes, des idées de Frexit progressiste et de socialisme, durant la pré-campagne qui se déroule en ce moment, là où, précisément, y compris les forces dites de gauche, s'efforcent toutes les unes et les autres d'occulter la question de la sortie par la porte à gauche vers le Frexit progressiste de l'Union européenne. Eh bien, nous allons porter ces idées-là, nous allons les imposer dans la campagne, nous allons faire en sorte qu'on ne puisse pas les contourner, et que par conséquent, la ligne qui fut celle toujours des communistes, c'est-à-dire se séparer des réformistes pour unir le peuple, puisse être véritablement assumée dans le présent qui est le nôtre. Merci à tous pour votre écoute. La